Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour cette fin de mois de novembre. Ça y est, on arrive sur la fin de l'année. J'ai pas mal de mangas à vous présenter puisqu'il y a eu pas mal de nouveautés ce mois-ci, ou du moins les 2 dernières semaines. On va commencer tout de suite par les nouveautés du coup avec Kaze no Cho, le livre du vent par Taniguchi et Furuyama. Furuyama, je ne connais pas, mais en tout cas, Taniguchi, c'était un auteur que j'avais déjà présenté précédemment et que j'ai beaucoup aimé avec Quartier Lointain ou Le Sommet des Dieux. Donc, Kaze no Cho, de quoi ça parle ? En l'an 2 de l'ère Keian, époque d'Edo, deux clans s'affrontent dans une guerre sans merci autour d'un manuscrit secret, les chroniques secrètes de Yagyu. Dans ces pages se trouvent des secrets capables de faire trembler le shogunat des Tokugawa. C'est à Yagyu Jubei, escrimeur légendaire et gardien des chroniques secrètes, d'empêcher le Japon de sombrer dans une guerre civile sanglante. Alors pour ma part, il faut savoir que je suis pas un grand amateur de ce genre de manga un peu historique, voire même de manga sur l'ère Edo ou samouraï, etc. Alors que pourtant c'est un genre qui est ultra fourni dans les mangas. Il y a énormément de séries qui sortent encore aujourd'hui. Alors certaines qui se veulent un petit peu plus fidèles à l'histoire, d'autres qui pensent plus pour de la fantaisie. Mais les seuls que j'ai pu lire jusqu'à présent, c'est Kenshin le Vagabond et La Danse du Soleil et de la Lune, donc des œuvres qui sont plus, un peu moins basées sur la vraie histoire. Et puis sur ce dernier, il y a plus de la fantaisie. Donc c'est la première fois que, on va dire, que je lis une œuvre qui se veut vraiment fidèle à l'histoire du Japon. Donc du coup, j'avoue ne pas avoir tant apprécié Kaze no Cho. J'ai tout de même conscience que c'est un très bon manga d'histoire qui plaira aux amateurs du genre. Ça, j'en fais aucun doute là-dessus. Mais du coup, il y a quand même des points que j'ai bien aimés. Par exemple, visuellement, c'est magnifique. Les dessins sont sublimes. Les dessins de Taniguchi, ils fonctionnent. Surtout pour ce genre. Mais l'histoire, j'ai eu beaucoup de mal à m'y accrocher. Pour les raisons que j'ai citées précédemment. Pour ce qui est de l'édition, c'est très joli. C'est une espèce de relief avec les titres en surbrillance et le personnage. L'édition, il n'y a rien à dire, c'est assez joli, ça coûte 15 €, ça fait un bon, j'en sais rien, je dirais 250 pages, 300 pages peut-être. Ouais, on est plus sur du 250 pages. Donc ça va, c'est quand même une très belle édition, je conseille pour les grands amateurs d'histoire sur l'ère Edo. Allez, une autre sortie d'un auteur que j'aime bien aussi également, Maruo, La Chenille, qui est une réédition dans un format rigide de chez le Lézard Noir, que j'attendais depuis longtemps. Vous savez, il a été repoussé de nombreuses fois, parce que je crois qu'il était prévu pour début septembre au début. Donc La Chenille, de quoi ça parle ? Lorsque Tokiko retrouve son mari, rapatrié après avoir été grièvement blessé au combat, il n'est plus qu'un homme tronc. Le lieutenant Tsunaga a perdu bras et jambes, et ses blessures l'ont rendu sourd et muet. Condamné à vivre recluse avec lui, Tokiko va ressentir un plaisir nouveau, entre dégoût et fascination, à voir souffrir cet être difforme et sans défense. Bon, alors, que dire de cette œuvre qui, pour le coup, est assez particulière, faut le reconnaître. Déjà, il faut savoir que c'est une adaptation d'une des très vieilles œuvres datant de 1929. Donc Maruo a réinterprété et illustré cette histoire de romance morbide. Je vous conseille vivement d'observer attentivement les illustrations et les dessins de Maruo dans cette œuvre. Observez attentivement chaque page de ce manga, car l'artiste derrière ce pinceau aime dissimuler énormément de détails, que ce soit la faune et la flore, minutieusement détaillés dans les scènes d'extérieur par exemple. J'adore le dessin de Maruo à chacun de ses titres. C'est du contemplatif, c'est vraiment magnifique. Mais pour ce qui est de l'ambiance par rapport à l'histoire, c'est très particulier et c'est très déstabilisant. On sent que c'est crasseux, tu sais, t'es pas à l'aise quand tu lis ce manga, mais c'est à la fois fascinant en fait, c'est de la curiosité morbide en fait ce tome-là. Donc, je vous le conseille si vous avez déjà lu des œuvres de Maruo, mais c'est particulier. Si vous voulez découvrir Maruo, je vous conseillerais plus de commencer par des œuvres un petit peu plus soft, comme l'île Panorama par exemple. Après, vous pourrez vous diriger un petit peu plus sur des œuvres un petit peu plus sombres, un petit peu plus propres à l'auteur, tels que Vampire par exemple, ou La Chenille.
Voilà, donc c'était les deux grosses nouveautés que j'attendais. Là, on va aller un peu plus vite sur plein d'autres nouveautés, notamment Dragon Quest, le tome 8, la quête de Dai, qui est un tome sur la suite du grand combat avec le père de Dai contre les disciples de Havan. C'est un très très gros tome, hein. Il y a quand même pas mal de lecture dedans parce que il pèse son poids. Je crois que c'est un condensé de 2 tomes à la fois et il fait ouais, 350 pages. Donc moi j'aime bien l'édition, c'est vrai qu'il y en a certains, je peux comprendre qu'ils apprécient pas trop, mais t'as quand même beaucoup à lire là-dedans, c'est ultra intéressant, j'adore ce côté action-aventure de Dragon Quest, qui est déjà un univers que j'apprécie beaucoup, donc le tome 8, très appréciable. Ah, ce mois-ci, il y avait une sortie aussi que beaucoup attendaient, c'est Day Dark, le tome 6, un tome qui se trouve être bien plus rythmé que les précédents, plus de combats et d'action. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Et pareil pour l'humour hein, de la série. Eh ben, l'humour de la série est toujours présent et c'est un bonheur. Parlons vite fait de l'édition également, mais c'est toujours magnifique hein, ce qu'ils font là. Le tome il est sublime, il est bourré de détails. Voilà, je vous montre. Oula, attends, avec le soleil on voit pas trop. Mais le petit côté secret avec un peu de relief. Pareil pour la 4e de couverture. Je vous montre rapidement. Voilà. C'est très joli, on voit pas trop avec les reflets, c'est pas l'idéal. Mais ils font toujours un très très beau travail. Par contre, ça coûte cher, forcément. Ce mois-ci, j'en ai déjà dédié une vidéo, mais il y a eu l'édition collector de l'Attaque des Titans pour célébrer le 10e anniversaire de l'édition de chez Pika. Très très beau collector, j'en ai dit quasiment que du bien. Franchement, c'était assez appréciable de retrouver des bons items comme ça. Vraiment, je vous conseille de regarder la vidéo, elle est très complète. Elle vous a beaucoup plu également et j'ai l'impression que vous avez été plutôt d'accord avec moi. Donc il y en a beaucoup qui étaient surpris également, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des collectors aussi qualitatifs que ça. C'était innovant et voilà, bon je ne vais pas parler du tome 34 parce que j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, hein, quand il était sorti à l'époque. Mais voilà, pour l'Attaque des Titans. Et du coup on enchaîne avec les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire. Là je vais essayer de rattraper au mois de décembre parce que bon il y a eu pas mal, enfin beaucoup de nouveautés surtout durant les semaines de début de novembre. Donc il fallait que je rattrape et donc je rattraperai l'Atelier des Sorciers, le tome 12, que j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur l'ouverture du collector, mais j'ai pas pu encore lire ce tome 12. Golden Guy qui est sorti il y a une semaine je crois, le tome 8, les carnets de l'apothicaire, le tome 12 qui était très attendu également, on entend beaucoup parler en ce moment, c'est assez agréable. Et également Les Enfants de la Mer, le tome 4 avec cette très belle édition de chez Moonlight. Vraiment très appréciable et je pense que c'est la prochaine lecture que je vais faire parce que j'adore cette série là. Allez, on passe tout de suite à la dernière chronique et le dernier manga que je voulais parler. Donc c'est ça va faire partie de la catégorie des nouvelles séries puisque j'ai commencé, bon ça fait un petit moment en vérité, j'attends de finir toute la série pour en parler sur la chaîne. Je pense que vous devez l'avoir vu plusieurs fois dans mes décors. Là il y est plus parce que du coup il est sous ma main. Mais aujourd'hui on va parler du manga Bonne Nuit Poun Poun. Ça y est, j'en parle enfin parce que c'était l'un de mes objectifs, hein. Rappelez-vous, au tout début de l'année j'avais dit cette année il va falloir que je découvre Bonne Nuit Poun Poun. C'est fait. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, d'abord, de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas Bonne Nuit Poun Poun? Poun Poun est un enfant banal qui mène une vie des plus banales. Mais un jour arrive et sa vie, ainsi que celle de sa famille proche, bascule soudainement. À la suite d'une virulente dispute conjugale, le père de Poun Poun bat sa mère au point de l'envoyer à l'hôpital. En parallèle, le jeune homme fait la rencontre de Aiko, nouvelle élève de sa classe, qui semble déjà l'intéresser tout particulièrement. Donc là, je viens de vous résumer juste le début de l'histoire, mais en fait, il faut savoir que la série va développer et va suivre Poun Poun, qu'on verra grandir, changer, évoluer et voir ses choix de vie. Mais pas que, on va voir également l'évolution de vie des membres de sa famille, de Aiko, etc. Autant vous le dire tout de suite, ça fait un moment que j'ai pas ressenti ça à la lecture d'un manga. Ce manga, il apporte ce phénomène, ce syndrome de « il faut que je continue, je peux pas m'arrêter là ». C'est un manga qui est ultra addictif, et ça, j'adore. Et surtout, c'est un manga qui est hyper malin, par plein d'aspects. Le fait de représenter Poun Poun et sa famille de cette manière permet de s'identifier au personnage, car Poun Poun, au début de l'histoire, c'est Monsieur Tout-le-Monde finalement. Il vit des choses dans son enfance au début de l'histoire qu'on a tous vécues. Que ce soit à l'école, avec ses amis, il tombe amoureux, il se découvre, que ce soit les émotions ou la sexualité.
il est ultra banal au début. Donc il y a une véritable accroche. Puis comme on est impliqué à fond au personnage à ce moment-là, il va donc faire basculer à ce moment-là Poun Poun et donc nous les lecteurs qui sommes accrochés au personnage dans un côté bien plus sombre de l'histoire. Comme si la narration nous agrippe et nous force à vivre toutes les horreurs que va vivre Poun Poun et ses proches. C'est ultra juste et c'est ultra bien maîtrisé. On ressent tout à travers ce personnage. C'est très fort d'y arriver car je rappelle que Poun Poun visuellement, il n'inspire rien. Tu peux pas faire véhiculer des émotions avec une gueule comme ça. Et pourtant, c'est réussi. Pareil pour les dialogues. À aucun moment, ou bien très rarement, il y a des bulles liées à Poun Poun. Ces paroles, elles sont racontées à travers la narration. Si un jour il y a un animé, je serais vraiment curieux de savoir comment ils vont faire pour interpréter ça justement. Tout ce qui est les codes qui sont propres à ce manga-là, ça va être très compliqué de les réinterpréter en animé. À moins que l'animé existe déjà, mais auquel cas je suis pas au courant de ça. Et sinon, à part ça, le dessin est vraiment magnifique. Après, je sais que Asano, il est très connu pour ça, ses dessins, d'ailleurs, qu'il réutilise des images réelles pour faire des décors, pour faire les nuages. Donc, c'est très réussi et je trouve que ça ne dénote pas trop et ça ne cloche pas trop par rapport au manga. Surtout que c'est un manga qui traite sur une histoire qui semble assez réelle, qui peut arriver dans la... Il n'y a pas de fiction, enfin de science-fiction plutôt. C'est vraiment... c'est pas du surréaliste. Donc, je trouve que le dessin est vraiment propre et très proche à ce que veut insuffler toutes les émotions du manga. C'est-à-dire que le manga, il veut tellement attirer le lecteur dans cette réalité-là qu'il utilise même des images réelles à certains moments. Donc je trouve que le dessin est vraiment propre et vraiment approprié au manga et j'adore là-dessus. Je vais reparler vite fait du coffret parce que bon, j'ai réussi à l'avoir. Alors il est très joli, par contre il est très fragile. J'ai dû le scotcher de toutes parts parce que moi je pense que c'est dû au fait que j'ai des vieilles versions, enfin des vieilles éditions de Poun Poun, donc les pages devaient être un petit peu plus épaisses. Ça fait comme le coffret des One Piece. Quand tu as les vieilles éditions, tu peux pas forcément tout mettre. Donc moi j'ai réussi à tout incruster, mais la boîte est en train de craquer. Je la pose parce que vraiment elle a deux doigts d'exploser. Bon ça va, elle est gratuite. Elle était gratuite donc je veux pas trop râler là-dessus. Mais c'est sympa d'avoir fait ça. Et en plus c'est malin parce qu'ils avaient fait une offre. Alors l'offre n'existe plus. Hein. Si vous l'avez loupé, je suis désolé. C'est bon bah tant pis. En tout cas sachez que c'est assez fragile donc c'est pas très grave. Mais c'était assez malin ce qu'ils ont fait parce que la boîte tu pouvais l'avoir à l'achat de 2 tomes de l'auteur, pas forcément de Poun Poun. Ce qui fait qu'en fait ceux qui avaient déjà toute la série des bonnes nuits Poun Poun, c'était pas grave, ils avaient juste à racheter des séries ou des one-shots de l'auteur parce qu'il y en a, il en a fait. Donc ça c'était assez malin, voilà, bien joué Kana là-dessus, c'était très smart. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo, je vais vous laisser là. Si vous avez des recommandations de manga, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire juste en dessous de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Cotibus de la Mangatech. Salut!